Monsieur Mandrillon, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Jérôme Mondrian, donc je suis ancien directeur crédit et client de Lafarge Holcim France, également président de chambre honoraire du tribunal de commerce de Nanterre, délégué général des assises des délais de paiement et enfin président d'honneur de l'Association française des credit managers. C'est beaucoup de titres, mais bon. Beaucoup de travail, donc. Oui, Alors, ce que je voulais savoir, c'est que dans vos fonctions de directeur de crédit au sein du groupe Lafarge Holcim, quelles étaient les différentes catégories de problématiques crédit auxquelles vous étiez confrontés et comment étiez-vous organisé sur les différents aspects crédit client en interne, côté préventif comme curatif? d'accord. Donc on avait fait le choix en France en tout cas de créer une direction crédit client France qui regroupait analyste financier, responsable crédit, recouvrement et contentieux. Donc c'était les trois facettes. La problématique qu'on avait sur le groupe, en tout cas en France, c'est qu'on a des typologies de clients extrêmement différentes. On va de la TPE, de l'artisan, jusque des groupes comme Vinci, qui sont des groupes nationaux. Et donc, de même qu'on travaillait également avec des collectivités locales. Donc, il a fallu monter un système d'analyse de risque, de recouvrement et de contentieux très spécifique en fonction des typologies de clients que nous avions. Et c'est particulièrement important parce que nos problématiques également chez Lafarge, c'est que nos encours peuvent montrer très vite que quand on va faire un immeuble, qu'on va faire des fondations, en même pas une semaine, on peut monter à 200 000 euros d'encours. D'accord. Votre évaluation des risques reposait principalement sur quelle typologie d'outils internes, développés en interne, scoring ou autre, et sur quel type de prestations ou prestataires? Alors, on avait mis en place donc une analyse de risque en fonction de notre typologie. L'analyse de risque d'un artisan n'est pas du tout la même que d'une une entreprise de taille intermédiaire. Donc, nous avions mis en place, pour les tout petits risques, nous avons mis en place des scores. Donc, nous achetions une note risque auprès d'un prestataire. Pour les risques intermédiaires, on avait fait le choix de l'analyse financière, de la recherche de tout ce qui est définition d'entreprise, c'est-à-dire le CABIS, les statuts, etc. Et puis nous travaillions avec une entreprise que je peux citer, un Point International, pour lequel on avait des rapports beaucoup plus fouillés. Et notamment, nous, ce qui nous intéressait, c'est les positions de trésorerie. Et ces enquêtes-là étaient suffisamment précises pour nous accompagner. Enfin, on avait mis en place également, on a mis en place l'assurance crédit, hein, l'assurance crédit sur les trois activités, qui n'est pas la même en fonction de l'activité. Le ciment, on a mis en place, parce que c'est toujours en place, donc une assurance crédit concertée. Le granulat, c'est la même chose, alors que pour le béton, qui sont des risques beaucoup plus importants, on avait une assurance crédit au premier euro. D'accord. Donc là aussi, à travers l'assureur crédit, on avait des cotations, puisqu'on a un grade qui nous permettait de situer le client. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on avait 25 000 clients, tous nos clients étaient notés en termes de risque. Et nous avions fait le choix d'une notation très simple, 0 à 20, très scolaire, Hmm. pour pouvoir appréhender. Et comme ça, un commercial qui allait sur son fichier de client voyait tout de suite quelle était la notation du client. Très bien. Alors, d'un point de vue plus général, dans un contexte de marché international et d'exposition à des risques de différentes natures en progression un petit peu partout dans le monde, la solution assurantielle vous semble-t-elle incontournable? Alors, on a plusieurs aspects quand on va aborder ce sujet. Première chose, on a des moyens de paiement hein, à mettre en place, notamment, je pense au crédit documentaire. Le crédit documentaire est en train d'évoluer parce qu'on est en train d'associer à ce crédit documentaire la blockchain, qui permet de sécuriser et d'accélérer les échanges d'informations. Donc, je pense qu'il faut le regarder avec beaucoup d'intérêt parce que ça, c'est des technologies qui sont en train d'évoluer. Donc, on peut le mettre en place. Sinon, effectivement, quand on va sur des zones à risque, où l'information locale est très faible, où les décisions de justice très longues, oui, il faut réfléchir à mettre en place des assurances crédit. Encore faut-il les trouver, parce que certains pays sont plus couverts, hein, Oui, je oui. pense notamment à l'Argentine, parce que le risque politique est beaucoup trop important. Mais effectivement, c'est en fonction, encore une fois, de l'état du pays, de l'état des juridictions, c'est-à-dire est-ce que les décisions de justice sont faites rapidement, et puis de l'information sur place. Très bien.
Autre question, donc délai de paiement plus court, sanctions, pratique du name and shame. Malgré les améliorations, certaines des pratiques commerciales montrent des limites sur des marchés export, même au sein de l'Union européenne, avec des délais constatés qui sont très disparates entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud en particulier. Je voudrais savoir quelle est votre contribution sur ces sujets au travers des activités institutionnelles que vous menez aux assises des délais de paiement, FIGEC et autres. Alors, s'agissant des délais de paiement, c'est un vrai sujet, d'ailleurs pour l'ensemble des entreprises, dans n'importe quel pays, c'est un sujet. Je voudrais dire trois choses sur les délais de paiement. Première chose, il faut une institution qui permet d'analyser. En France, on a l'Observatoire des délais de paiement et j'en suis membre, qui chaque année fait un rapport de situation où nous en étions sur les délais de paiement. On s'appuie notamment sur les statistiques de la Banque de France et également des études d'Altares, qui sont des études de score de comportement de paiement, pour voir évoluer. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que depuis 2 ans, nous avons des délais de paiement des collectivités locales et des collectivités publiques, qui permet aussi d'avoir une analyse beaucoup plus fine, donc un outil d'analyse. L'intérêt en France, on a mis en place aussi une batterie de sanctions, et les sanctions commencent à porter leur importance, parce qu'une sanction qui vient de tomber, par exemple, sur un groupe comme SFR, il a été condamné 3,7 millions d'euros d'amende administrative. Donc, quand on dit amende administrative, même s'il fait appel, il est obligé de payer. Donc, et on a des sanctions qui tombent sur les PME, etc. Et autres. Donc, un volet analyse, un volet répressif et un volet bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises qui sont remarquables. Moi, j'ai la chance, en étant délégué général des assises et de paiement, de faire témoigner ces entreprises. Et c'est vraiment plaisant parce qu'on a, par exemple, une collectivité locale qu'on a récompensée qui disait: moi, j'ai besoin de mes entreprises de mon ressort, et donc moi, je paye correctement mes entrepreneurs pour que, économiquement, ils restent sur mon territoire. Donc, il a mis tout en place pour que les factures soient correctement réglées. Tel autre groupe a mis en place des moyens d'exception qui permettent de détecter tout de suite si une facture est bloquée. Encore une fois, les grands groupes, certains grands groupes payent parfaitement bien. Pour l'avoir engagé des discussions avec certains grands groupes, ils payent très bien, sauf que quelque part, il y a un petit chef qui bloque une facture et qui fait que la facture va être complètement payée avec beaucoup de retard. Donc, les bonnes pratiques sont là pour mettre en avant tout ce qui est fait, correctement fait. Enfin, nos assises sont aussi l'occasion de faire témoigner les entreprises. Et ça, c'est important. On a tenu des assises au MEDEF au mois de juin. On a tenu des assises en province à Lyon. Et l'année prochaine, on aura 3 autres assises pareilles. Plus on va vers les entreprises, et notamment les PME et les TPE, mieux c'est, parce qu'elles s'expriment, elles expliquent, elles mettent en avant, et tout ça, cet échange fait progresser le sujet. Très très bien. Sur le plan fonctionnel, aujourd'hui, comment voyez-vous évoluer la fonction de credit manager face à la déferlante de solutions digitales prédictives et face également à l'intelligence artificielle? Alors, on a énormément de choses qui sont en train de changer aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne chose, hein. L'arrivée de l'intelligence artificielle, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. En tout cas, l'intelligence artificielle, elle est déjà là depuis 2-3 ans. En tout cas, sur les métiers, on le voit très bien d'assurance crédit, mais également, on l'a vu récemment sur tout ce qui est justice, fiscale, etc. Donc, l'intelligence artificielle, elle est là. L'intelligence artificielle, elle est là pour détecter tous les signaux. Et en fait, on a besoin d'une intelligence artificielle pour nous aider à détecter les signaux faibles. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui trop d'informations. On va sur le net, on va partout, on perd son temps à se dire: mais quelle est l'information qui est utile pour prendre ma décision? Donc ça, l'intelligence artificielle, ça va être un catalyseur d'optimisation, d'amélioration du traitement d'informations. Deuxième chose, on a aussi, grâce à ça, on va concentrer le métier de credit manager sur en tout cas moi, ce que j'ai toujours fait dans ma vie professionnelle, le contact client. Il faut être agile, il faut, des clients peuvent avoir des difficultés. Le métier du credit manager, c'est de définir: est-ce que le client que j'ai en face de moi, c'est un bon client, mais il a une difficulté, est-ce que cette difficulté est passagère, auquel cas je vais l'aider, ou cette difficulté est définitive, auquel cas je vais mettre en place toutes les garanties qui méritent de l'être. Donc non, je trouve que c'est une très bonne chose.
On a aujourd'hui enfin des outils qui vont faire évoluer le métier. Alors je pense que l'analyste crédit, malheureusement, sera plus utile, mais le métier de crédit manager va se renforcer, va devenir encore plus commercial qu'avant, en étant beaucoup plus sur le terrain. Alors, de ce point de vue-là, et face à cette profusion de données et autres data, ne pensez-vous pas qu'il y a un petit peu d'hypocrisie entre une orientation foncièrement d'un côté très open source et paradoxalement des comportements protectionnistes qui peuvent être matérialisés au travers du RGPD ou de la loi Macron 2 en France concernant la confidentialité des chiffres? Alors, je vais répondre d'abord sur la confidentialité des bilans. Ce n'est pas une loi française, c'est une directive européenne. Donc, D'accord. il était important au niveau européen qu'on ait la même publicité des comptes sur tous les pays, ce qui n'était pas du tout le cas avant. En Allemagne, en Italie Oui. ou en Espagne, on n'avait pas du tout les mêmes publicités. Donc, le législateur européen a dit, bah, on va tous publier les comptes des entreprises PME et grands groupes. Et dans leur démarche, ils ont dit, on va éviter aux petites entreprises d'avoir ces formalités à faire. Et donc la directive, elle, avait dit, euh, plus de publication des comptes pour les TPE et les petites PME. En France, on a renforcé la législation, on a dit, attendez, non, non, on va continuer à publier, donc il n'y a pas d'économie, mais on va faire le confidentiel. Donc ça a pris une ampleur importante, puisque là maintenant on est à 65% des bilans déposés pour les TPE qui le sont à titre confidentiel. Donc effectivement, l'information disparaît sur ce type de population. Ceci étant dit, la FDCC, on a mis au point un score de probabilité de défaillance et on a mis ce score en accès online, par exemple sur Infograph, où on peut aller voir une TPE et avoir une notation. Donc sur la confidentialité, je pense que il fallait au niveau européen d'avoir une même norme européenne pour qu'il y ait des publicités partout? Parce que là, c'était vraiment un décalage concurrentiel en ce qui me concerne. Sur les petites entreprises, très sincèrement, qu'est-ce que veut dire un bilan sur une TPE de 3 personnes? Pas Mmh. grand-chose. Parce que, bon. Et puis les bilans, on le voit bien avec les grandes affaires, enfin tout ce qui est fraude au bilan, présentation de mauvais bilans, etc. Bon, tout, tout n'est pas dans le bilan. Donc il y avait d'autres informations à travailler. La RGDP, oui, on a renforcé la protection des données personnelles. Je pense qu'on a été un peu trop loin parce que quand on regarde dans les autres pays, ça n'existe pas et que de toute façon, Internet n'a pas de barrière. Donc c'est bien, mais c'est une contrainte supplémentaire, peut-être utile en tout cas pour les données personnelles du particulier, mais lourde pour les entreprises. Et enfin, pour finir, euh, la dimension du credit manager dans sa fonction, en quoi est-elle de plus en plus en synergie avec la fonction commerce et le domaine commercial? Alors, moi j'ai toujours pensé un credit manager, c'est le plus commercial des financiers. C'est le plus commercial des financiers. Donc un credit manager, c'est un commercial. C'est un commercial parce que il va vendre sa position en interne sur des appréciations de risque, mais il va rencontrer des clients, etc. Donc le credit manager, il est avec les commerciaux. Un bon credit manager, c'est pas un credit manager qui dit non, on va pas faire l'affaire parce qu'il y a trop de risques. C'est un credit manager qui dit on va faire l'affaire, mais on va mettre en place un certain nombre de solutions qui nous permettent de sécuriser. Donc c'est une vraie collaboration entre le commerce et le credit manager. Cette collaboration, elle doit être instituée jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Par exemple, chez Lafarge, on avait un comité de crédit national qui traitait des très gros dossiers. Pourquoi? Parce qu'un crédit manager et un commercial, à un moment, il y a une décision qu'on doit prendre. Est-ce que c'est une opportunité commerciale qui doit le remporter ou est-ce que c'est le risque financier? Et seul, en tout cas sur les très gros risques, c'est la direction générale qui est capable d'arbitrer entre opportunité commerciale et risque financier. Eh bien, on a mis ces comités de crédit à tous les niveaux, direction générale pour les gros dossiers, au niveau des branches pour les activités, puis en dessous au niveau du patron de la région, etc. Donc à chaque niveau, on a mis un lieu de discussion, puisque quand on va prendre des risques, on n'est pas d'accord, bah, il faut discuter, puis il y a un arbitrage, et on va aller. Je pense que c'est important pour que l'entreprise reste agile
colle au marché, parce que là aussi, par exemple, on peut avoir des stratégies commerciales totalement différentes d'un produit à l'autre. On a besoin de conquérir des parts de marché, donc on va prendre plus de risques. On est sur une position défensive, on prendra moins de risques. Donc tout ça, c'est des orientations que vont fixer la direction générale et qui doivent être partagées par le commercial et le credit manager à travers les deux entités, même qui remontent plus haut, direction financière, direction commerciale. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Mandrillon, je vous remercie pour ces éclairages et votre contribution, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.